Continuamos con Alain Badiou, por supuesto vamos a continuar la conversación en francés. Vous avez dit souvent que Sarkozy voulait liquider 68, mai 68, l'idée de 68. Nous avons ici un pavé. Qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, je voudrais rappeler que c'est Sarkozy lui-même qui a dit il faut en finir une fois pour toutes avec mai 68. Je n'ai pas inventé ce projet, ouais. Il l'a dit. Écoutez, mai 68, c'est un événement dont je ne peux parler qu'avec une certaine émotion, parce qu'il a quand même bouleversé ma vie, je pense. Il a représenté, enfin, quand je dis mai 68, c'est toute la fin des années 60 et le début des années 70. Hein, c'est pas simplement le mois de mai en tant que tel. Et la raison en a été que j'ai découvert là, d'abord ce que c'était que l'événement historique, c'est-à-dire sa puissance, sa capacité à vous changer, à vous transformer quand on y participe jusqu'au bout. J'ai découvert aussi que probablement d'autres chemins politiques étaient possibles que ceux que je connaissais avant. Je connaissais avant deux chemins principaux, celui du parti réformiste honnête, disons. J'étais le fils du maire socialiste d'une grande ville de province française, donc c'était vraiment ma tradition. Et puis de l'autre côté, le chemin du parti communiste, dur, centralisé, fermé et très dépendant de l'Union soviétique. Alors, c'était ça la situation en France, plus ou moins avec des petits groupes intermédiaires, mais c'était quand même ça pour quelqu'un qui était à gauche. Disons. Et l'histoire de la Commune L'histoire de la Commune Toute l'histoire, évidemment, toute l'histoire française, mais ça, tout le monde la revendiquait, l'histoire française. Et alors, en mai 68, il m'a semblé, à moi et à beaucoup d'autres, qu'on n'était pas enfermé dans ce choix. Et évidemment, le choix, c'était pas soit le Parti communiste vieille manière, orthodoxe, soit la social-démocratie, également orthodoxe finalement à sa manière. Et c'était d'autant plus nécessaire pour moi que le Parti socialiste avait joué un rôle absolument néfaste dans la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été quelque chose qui m'a énormément frappé et formé. C'est l'époque où j'ai vu qu'il fallait savoir de temps en temps résister à l'État lui-même. Il faut voir que c'était une époque où on torturait dans les commissariats. Hein. Vous avez connu bien pire ici, mais c'était tout de même une période extrêmement noire. Et donc, la social-démocratie avait été tout à fait compromise dans cette affaire. Et mai 68, ça a été beaucoup plus qu'une fête, comme on le dit quelquefois, beaucoup plus qu'une démonstration magnifique. Ça a été l'idée qu'une autre voie était peut-être possible. Une voie qui ne serait ni l'un ni l'autre. Une voie qui serait une voie d'une nouvelle forme de révolution, dans laquelle en particulier il serait possible que les jeunes intellectuels que nous étions, que j'étais, soient réellement dans un travail à égalité avec de jeunes ouvriers, avec des gens de milieux complètement différents. Ça, c'était très important, personnellement, presque de façon romanesque, si vous voulez. C'était comme des trajets nouveaux dans la vie sociale, dans la vie collective. On allait dans des endroits qu'on ne connaissait pas, on rencontrait des gens que normalement on n'aurait pas dû rencontrer, et cela m'a donné un peu pour toujours, je crois, le goût de chercher de ce côté-là, quelles que soient les difficultés, les reflux et les circonstances, une sorte d'espérance politique nouvelle. Voilà, c'était ça pour moi, mai 68. Et qu'est-ce qu'il reste de sa révolte, de sa pensée? Bien, je crois qu'il m'est resté quand même une espèce de conviction rebelle permanente qui s'est installée en moi à ce moment-là, et le fait que je ne suis pas redevenu capable de participer vraiment au jeu politique officiel. Voilà. Beaucoup de mes amis de mai 68 sont rentrés dans le jeu politique officiel, ils sont redevenus de bons socialistes, voilà. Moi, je n'ai pas pu. Et je suis resté, de ce point de vue-là, effectivement, à la marge, maintenant l'espoir et la figure de cette nouveauté que j'avais expérimentée à ce moment-là. Et quand je n'ai pas vraiment pu lui donner une forme pratique, politique et rebelle, comme pendant la période en question, j'ai cherché à lui donner
des arguments et des soubassements intellectuels et philosophiques. En parlant de révolte, qu'est-ce que pensez-vous de la révolte ou de la révolution dans les pays arabes? Je pense que c'est un événement tout à fait important, mais en même temps tout à fait incertain, tout à fait trouble encore. Je pense que c'est réellement, j'ai écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle Le réveil de l'histoire. Je pense qu'à échelle historique, c'est vraiment une nouveauté que ces peuples, dans ces pays qui étaient au fond considérés comme fermés, comme soumis à des dictatures solides, qui étaient aussi considérés comme de bons clients de l'Occident, il faut le dire. Il faut le dire. Ah oui, il faut le rappeler, parce que ça s'oublie un peu, qui étaient de fidèles piliers de la politique occidentale dans le Moyen-Orient, qui étaient les gardiens de notre pétrole, qui étaient tous là. Et bien que dans cela, on voit quand même des peuples se soulever et dire nous voulons exister autrement, nous voulons être autre chose. Après tout, l'Égypte, c'est nous et pas Moubarak. La Tunisie, c'est nous et pas Ben Ali. Et on retrouve quand même ce sentiment de vitalité collective et populaire que j'avais si fort ressenti en mai 68, et dont on sait que l'avenir est toujours incertain, mais qui a une valeur en soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que, de toute façon, ces révolutions arabes ont eu lieu, qu'elles ont certainement changé l'esprit de beaucoup de gens, et qu'elles ont, de ce point de vue-là, un avenir dans les sociétés arabes, même si la question de l'État, la question politique, proprement dite, demeure une question tout de même très difficile. Parce que ce ne sont pas des révolutions... vous avez utilisé le mot révolution, oui, justement. Pas tellement. J'ai utilisé le mot émeute, plutôt. Je dis les émeutes. Justement, maintenant, révolution, vous avez dit révolution oui, arabe. parce que c'est le nom commun qui a été donné. On a parlé du printemps arabe, printemps, de la révolution arabe. Bon, quelquefois, il faut parler la même langue que tout le monde. Vous comprenez ? Mais si en révolution, au sens strict, c'est quand un État est renversé et remplacé par un autre. Là, des dirigeants d'État ont été renversés. Mais l'État lui-même, on voit bien en Égypte, l'armée est toujours là. C'est encore elle qui est à la manœuvre, quand même, et en Tunisie, où les choses sont le plus avancées, il semble quand même que c'est finalement la prise en charge de l'État par un parti islamique qui va se réaliser, et je sais que ce n'était pas l'objectif d'une grande partie du mouvement. Donc, et en Libye, l'État n'existe plus? En Libye ? En Libye, Libye l'État n'existe plus? Libye, l'État a été détruit par des bombardements occidentaux. Alors, c'est un autre cas de figure. C'est vraiment un autre cas de figure. Je me suis absolument opposé à Ce n'est pas une l'intervention en révolte Libye. à la Libye? Il n'y a pas une révolte à la Libye? Il y a eu une révolte dans une partie de la Libye, dont nous savons maintenant que c'était une révolte sécessionniste à base tribale. Elle n'avait rien à voir avec les révoltes démocratiques de l'Égypte et de la Tunisie. Et il y a eu toute une opération instrumentée par les puissances occidentales pour casser les reins à Kadhafi pour des raisons extrêmement compliquées. La principale raison étant que Kadhafi envisageait qu'on récolte le prix du pétrole, non plus en dollars, mais avec une monnaie africaine. Et ça, c'était quelque chose qui était impardonnable. Et si on fait la comparaison entre la révolte de mai 68, la révolution culturelle en Chine, les révoltes arabes, est-ce que vous voyez des traits en commun? Je pense que les traits en commun sont l'affirmation qu'il importe absolument que la politique ne soit pas réduite à l'activité des États. C'est ça qui est dit dans tous les cas. Ce sont des situations complètement différentes, mais les peuples rassemblés, agissant, essaient de dire que on ne peut pas réduire l'activité politique au fait de choisir un État et de se soumettre à un État. Voilà. Et ça, c'est le grand problème politique ouvert, je pense, depuis la Révolution française, et qui n'est pas encore résolu. Qu'est-ce que c'est, en vérité, qu'une politique réellement démocratique? Prenons ce mot dans son sens le plus fort. Et qu'est-ce que c'est que la responsabilité politique de la population tout entière? Voilà un problème qui a été ouvert il y a 2 siècles et qui est encore le nôtre. Et de temps en temps, les peuples nous rappellent que c'est en effet notre problème. Quel scénario d'avenir imaginez-vous avec la croissante influence de la Chine et de l'éruption de ces alliances telles que les BRICS? Je pense que alors là, si nous rentrons dans la géopolitique, je pense que le monde va changer rapidement et de façon spectaculaire dans les décennies qui viennent, parce que nous sommes en réalité dans le processus du véritable déclin de l'Occident. Ça, c'est évident. Ce déclin prendra du temps, il y a encore des réserves de puissance considérables dans nos pays.
Mais il est absolument... Des États-Unis aussi. Oui, mais en même temps, tout ça est tout ça est à sa grandeur derrière. Maintenant, ce qui émerge, ce sont les grandes puissances asiatiques, ce sont aussi les pays d'Amérique latine, le Brésil et vous-même. Vous allez devenir des acteurs importants de la situation. On va voir apparaître des alliances étranges, paradoxales, nouvelles. On va voir un front uni entre le Brésil et la Turquie, des choses tout à fait inédites. Et l'histoire, au fond, qui est celle du 19e et du 20e siècle, est terminée. Le 21e siècle, c'est l'ouverture d'un autre monde. C'est l'ouverture d'un autre monde. Et c'est passionnant, c'est formidable. Notre temps aussi est terminé. C'était vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous. Et on a beaucoup de questions. J'espère la prochaine fois, on pourra... Je reviendrai avec plaisir. D'accord, je reviendrai avec plaisir aussi. Merci beaucoup y seguimos en Visión City Internacional. ¿Cuántos temas, Raúl, que se sumó con nosotros acá en la mesa? ¿Cuántos temas, cuántas reflexiones? Nos quedamos fuera de la parte económica. Ahí faltabas vos para hacerle esas preguntitas también, ligar la filosofía, la política y la economía. Sí, no, pero muy ligado igualmente en la primera parte que veíamos a todo el planteo que él hace sobre los cambios en Europa, lo que significó Sarkozy, lo que puede significar, o por lo menos la expectativa que hay con Hollande. Me parece que está marcando, es interesante escuchar. Obviamente, digo una obviedad que es interesante escuchar a Alain Badiou, pero es interesante verlo en comparación a lo que se discute hoy en Europa. Lo que estamos asistiendo en Europa, y esta semana hemos tenido un par de episodios nuevos que lo que están marcando es no solo de la decadencia de un pensamiento, sino la insistencia en esa postura por parte de Europa y casi una preanunciada crisis y desmantelamiento de esa unidad europea. Y mientras tanto hay otra Europa, o por lo menos hay otro pensamiento europeo como el de Alain Badiou, que está viendo los cambios que están ocurriendo en el mundo. Y es lo que está marcando. Me pareció lo más interesante esa contradicción entre estos líderes europeos que insisten en una política que está llevando a países como Grecia o lentamente también a España hacia el precipicio, negando los cambios que se están dando en el mundo, con este otro pensamiento que está planteando, ojo que en el mundo están pasando cosas, van a seguir pasando, va a haber cambios muy rápidos, decía Badiou en lo que veíamos recién en una de sus últimas respuestas, hay que mirar lo que pasa en América Latina, hay que mirar los países asiáticos, hablaba antes de África y lo que está cambiando también en los países árabes. Me parece que ahí es donde también hay que prestar atención, porque si la pregunta que uno se hace es si este pensamiento de Badiou prende en las sociedades europeas, también en Europa estaremos quizá muy pronto ante cambios muy reveladores con respecto a liderazgos que me parece que están todavía sentados sobre una especie de tapa que no permite que salga la realidad emergiendo. Él como filósofo ve a grandes momentos, grandes rasgos. Él dice el fin del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, la decadencia de Occidente, digamos. Él ve como grandes escenarios y tal vez lo que pasa con el establishment es, por un lado, que son hiperconservadores y no quieren que cambie nada, al contrario. Pero además que miran, me parece, muy en el corto plazo, ¿no? Sí, la inclusive sensación es esa, que en está mirando... En esto yo te diría que, particularmente en este momento, con lo que está pasando con la crisis europea, lo que está pasando con esto del liderazgo, tiene una visión mucho más política Badiou que los líderes políticos, que tienen la responsabilidad de ejercer el mando de los países centrales. Por eso esta contradicción es muy interesante de ver, si no fuera porque esto tiene consecuencias sociales, ¿no? Digamos, es un ejercicio de laboratorio muy interesante desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista intelectual, estar observando qué es lo que está pasando, este choque, ¿no? entre dos concepciones tan diferentes. Digamos, en la semana hablábamos con Telma en tu columna del tema de la reunión del G8 y las pocas expectativas que hay con esto. Pensaba ayer con la próxima reunión del G20. Ya uno no espera que haya soluciones, pero lo peor es que ni siquiera espera que haya un diagnóstico más o menos certero como para decir, bueno, se están acercando un poquito más a esta realidad y ahí por ahí empieza a aparecer alguna posibilidad de cambio. La idea es que me parece que quieren detener lo que no se puede detener. Justamente el establishment político está tratando de frenar el cambio que se viene y que no se puede frenar. Y de alguna manera, hablando del G8, algo que me parece que está emergiendo con mucha fuerza, tal vez después lo desarrollemos un poco más, es el miedo que les da
que Grecia se vaya para la izquierda. Ahora estos días Es la batalla. Es la batalla, es ¿quién se queda con Grecia? Me parece que es muy llamativo que en la reunión del G8, que ya empezó en Camp David, no haya estado Vladimir Putin, que haya mandado a Dmitry Medvedev. Me parece que es una señal de que el G8 está perdiendo influencia y es una señal de, bueno, si ustedes dejan ir a Grecia, yo la agarro. Claro, algo así, ¿no? Digamos, este punto es lo que pensaba cuando vos decías el tema del establishment que se niega a los cambios. Lo que pasa es que hay un establishment que ya está viendo que las consecuencias de su propia política pueden ser muy graves para ellos mismos. Entonces, sí, no se puede tirar más de la cuerda. Muy tardíamente empieza a ver estas cosas. Sí, pero discúlpame, Raúl, esta semana el Fondo Monetario Internacional otra vez elogió a Italia la política que está llevando adelante y que justamente Alexis Tsipras, el dirigente de la coalición de izquierda radical griega, que puede llegar a ser el próximo primer ministro de Grecia, en una entrevista con la CNN esta semana dijo, el problema no somos solamente nosotros que tenemos una deuda de 350.000 millones de dólares. Italia tiene una deuda 6 veces mayor, de casi 2 billones de dólares. Por eso, a mi juicio, es como decía Telma, a corto plazo es la batalla por Grecia. Hay que evitar a toda costa que la izquierda gane las elecciones. Por eso ayer Merkel, en un diálogo con el presidente de Grecia, aunque está un poco desmentido, no queda claro, le dijo que haga un referéndum sobre el tema del euro. O sea, quieren evitar que Grecia salga del euro a toda costa, aunque hay todo un debate, algunos dicen que mejor que echarlo, mejor que se vayan, pero quieren, a mi juicio, lo que van a hacer todo para evitar es que la izquierda gane las elecciones. Sí, inclusive vía amenazas, lo que podría suceder si salen del euro, ¿no? Es eso. Es que la amenaza velada es no respetar la democracia. Así como en octubre, cuando quisieron hacer un referéndum, tanto Sarkozy como Merkel dijeron, referéndum, no. Que era lo más democrático que un referéndum, no hay. Y me parece que lo que está en riesgo ahora, si gana la izquierda en Grecia, está en riesgo la democracia. A ver si todavía, digamos, están tratando de frenar eso porque hay que ver si lo soportan. Pero además lo que puede influir en Europa. Primero, nadie sabe qué puede pasar si Grecia abandona la eurozona, porque no había planes para eso, nadie sabe qué puede pasar, son hipótesis. Y en segundo lugar, Alexis Tsipras el lunes comienza una gira por Europa y ellos dicen abiertamente que van a ir a respaldarse en los movimientos sociales europeos. Se va a reunir con Mélenchon, el que era el candidato de izquierda de Francia. Exactamente. A ver, ellos están aislados, la izquierda en Grecia está aislada, no hay ningún gobierno en Europa que los apoye, ni siquiera Hollande. Ni siquiera Hollande. Pero por eso te digo que me parece que hay señales de Moscú. Me parece que hay señales de Moscú de que ellos, en todo caso, podrían llegar a ayudar en caso de con dinero. Con gas, con petróleo, con proveerlos de... No sé si con dinero exactamente, pero sin duda con ayuda de tipo... logística. Uno de los dirigentes de Syriza me dijo, una vez que Tsipras asuma como primer ministro, va a ir a Rusia, va a ir a China y va a venir a América Latina. Le larga la mano Europa, sin duda. Y me parece que lo que pasa hoy en el G8 es la división que hay entre, digamos, Obama y Hollande, por un lado, y los sectores más duros como Monti y Merkel, es, yo decía, de un rango muy ajustado y es entre un crecimiento con ajuste, que yo no sé, Rulo, si eso es posible, de armar, o el ajuste duro. Estadísticamente es posible armar. ¿Ah, sí? Estadísticamente. Bueno.